Bah, à terme, très très loin, on va forcément un jour ou l'autre arriver à se passer complètement de la monnaie. Quand on aura compris que les gains de productivité qui pour l'instant sont accaparés par ceux qui possèdent les entreprises, qui possèdent les usines, qui possèdent les moyens de fabrication, etc., quand on aura compris que tous ces gains de productivité-là, ils peuvent être distribués dans toute la société et que donc personne n'aura plus peur de manquer, parce qu'on aura des moyens de fabriquer de l'abondance à un coût particulièrement réduit, quand on aura une société où on n'aura plus besoin de transporter d'un bout du monde à l'autre des matières premières, des éléments de fabrication, des produits, etc., parce qu'on aurait mis au point des systèmes pour construire plus près de chez soi, pour produire plus près de chez soi, etc. Et quand on s'apercevra que finalement, on peut très bien ne manquer de rien et que par conséquent, on peut être beaucoup plus généreux avec les uns avec les autres, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra se dire, est-ce que ça vaut le coup de continuer à compter après tout? Est-ce que ça vaut le coup de savoir combien je te dois, combien tu me dois, étant donné que de toute façon, on a largement assez tous les deux pour vivre. Donc il va forcément y avoir un moment, dans un siècle, 2 siècles, 1000 ans, peu importe, mais il y aura forcément un moment où on va comprendre tout ça et où on va mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne juste sur les échanges de dons, sur les échanges de nos productions respectives. Bon. Mais d'ici là, on a toujours peur qu'il y en ait un qui s'en mette plein les poches et qui donne jamais rien à tout le monde. En fait, on a peur de Picsou. On a peur des rapias, des gripsous, de ceux qui veulent toujours tout pour eux et jamais rien pour les autres. Voilà, on a peur de ces mecs-là. Seulement le problème, c'est que ces mecs-là, justement, c'est ceux-là qui ont le moins de sentiments, le moins d'émotions, et c'est ceux-là qui sont le plus compétents pour gérer une société, pour prendre des décisions difficiles. Donc c'est ceux-là qu'on met au pouvoir. Et en mettant au pouvoir les pires d'entre nous, on se retrouve avec une société où les pires d'entre nous nous dirigent. Et nous, les gens, les 99% des gens qui ont une seule envie, c'est de vivre en paix, en justice et tranquillement, on finit par subir les dictates et la dictature de ceux qui veulent modeler la société à leur idée. Bon. Donc on a peur un petit peu de ceux qui vont accaparer la richesse, qui vont accaparer le pouvoir, etc. Du coup, on met en place des systèmes de mesure. Parce qu'on veut savoir qui a trop, qui n'a pas assez, ou qui va pomper l'énergie de tout le monde. Et du coup, en faisant ça, on a besoin d'un système monétaire. Seulement, un système monétaire, ça pourrait très bien être un système symétrique, un système réciproque, où on tiendrait simplement nos comptabilités mutuelles. Ça pourrait marcher, on pourrait très bien savoir où on en est, et que la communauté dans laquelle on vit sache que lui, là, il n'arrête pas de bouffer à nos dépens, il faudrait peut-être qu'il produise un petit peu. Tu fous rien, va un peu, je sais pas, cultive des tomates, parce que là, t'arrêtes pas de manger chez nous, mais toi, tu donnes rien, donc ça suffit. Ça serait vite vu, le problème, il serait vite réglé. Donc on a besoin finalement d'un système de mesure, de savoir où on en est les uns par rapport aux autres. Seulement le problème, c'est que les gens qui ont pris le pouvoir ont aussi pris le contrôle de nos systèmes de crédit mutuel, de nos systèmes de comptabilité mutuelle. Du coup, ils nous ont fait croire qu'ils pouvaient créer nos unités de compte en nous les faisant payer, au lieu que ce soit nous qui puissions les créer nous-mêmes et tenir nos comptes réciproques, comme avec un crédit mutuel ou un système d'échange local. Non. Il y a des gens qui se sont dit, on va leur prendre ça et on va leur revendre. De la même manière, nous, on est obligés de se soumettre à ce système-là. Et donc c'est là où on en est en ce moment. C'est-à-dire, on a des gens qui contrôlent tous nos moyens d'échange et qui nous font croire qu'on a besoin d'eux pour régler, pour tenir nos comptes mutuels. Voilà, faut bien, Et nous, on le croit. faut bien. Avant l'apparition du pouvoir centralisé, si je te vends quelque chose, je marque plus 10 dans ma comptabilité. Et comme je t'ai vendu quelque chose, toi, tu as reçu mon bien et toi, tu mets moins 10 sur ta comptabilité parce que tu as dépensé des unités à mon profit. Donc c'est un système qui s'équilibre. Et c'est le système qu'on voit. Même dans le système bancaire actuel, on voit très bien que on peut très bien comprendre et s'imaginer que quand on achète quelque chose, notre compte il diminue un petit peu. Par contre,
la personne à qui on a acheté la chose, son compte, il augmente un petit peu. C'est logique. Voilà, on est sur MoneyM par exemple. C'est un site où il y a une unité monétaire émise voilà, d'une certaine façon. Eh bien, si je mets un livre à vendre à 17 M, c'est l'unité monétaire sur MoneyM, sur ce site de partage monétaire et de partage de biens et de services, si je mets un livre à vendre à 17 et que je le vends et que quelqu'un l'achète, cette personne-là va mettre sur son compte moins 17. Et moi, je vais avoir plus 17. Bon. Dans un système bancaire, c'est la même chose. Si je vends un livre à quelqu'un, moi, je vais avoir plus 17 et la personne en face va avoir moins 17. Nos comptes font ça. Et tous les comptes de tout le monde font ça. Alors la grosse faille. Alors la grosse faille, c'est que pour arriver à faire ça, il faut déjà avoir cette quantité-là sur notre compte. On ne peut pas descendre en débit dans un système bancaire. Dans un système bancaire, c'est le banquier, et lui seul, qui s'est donné le privilège de créer les unités de compte. Donc, pour que quelqu'un puisse acheter un livre à 17 dans un système bancaire, il faut d'abord qu'il ait demandé au banquier de créer 17. Et ça lui coûte. Et donc, le banquier, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 17 plus, 17 moins, et les 17 moins qui sont là, il les donne à celui qui en a besoin. Mais ça a un coût. À condition qu'il lui rende, pour que lui puisse les annuler, une fois que la transaction sera faite, mais il lui fait payer un intérêt sur ces 17. C'est le coût du millénaire. La deuxième réponse, c'est que c'est pas drôle. C'est pénible. Ça fait de la peine de comprendre ça. Je le vois bien, hein, quand je commence à expliquer ça à des gens en conférence ou comme ça sur des vidéos, bah, les gens, ils font la tête, ils font la tronche. Et bien souvent, la première réaction des gens, c'est comme quand on apprend une mauvaise nouvelle, c'est de dire ah non, 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 mais c'est pas possible, attends, tu rêves, attends, les banques, les banques... Attends, t'es en train de me dire que quand quelqu'un emprunte 100 000 euros pour acheter une maison, il n'y avait pas 100 000 euros avant? C'est pas, le banquier, il prend pas 100 000 euros d'un épargnant pour les donner, ou je sais pas, ils n'ont pas des garanties à la Banque de France, des trucs comme ça. C'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Bon, c'est exactement la même réaction qu'on a quand on tombe en panne en voiture, ou quand on apprend une mauvaise nouvelle. On dit non, putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça s'appelle le déni. C'est une réaction tout à fait normale, et c'est un genre de court-circuit qui se met en place quand le cerveau et nos émotions sont submergés par quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce qu'on avait l'habitude de connaître. C'est une dissonance cognitive, le phénomène est très connu en psychologie, et donc voilà, c'est ça qui bloque. C'est le déni. Il y a un phénomène de déni par rapport à quelque chose qui bouleverse complètement les croyances qu'on avait, les conditionnements qu'on avait, parce que tout le monde croit que... Il y a encore plein de gens, 99% des gens croient qu'il y a de l'or à la banque en garantie des billets de banque, croient que les billets de banque, quand on les dépose, ou les chiffres qu'on a sur nos comptes en banque, ils sont dans un coffre quelque part et que les banques servent à garder ça en sécurité. Il y a beaucoup de gens qui croient encore que c'est l'État qui émet la monnaie et qui distribue la monnaie. Voilà, c'est ça, c'est le conditionnement qu'on a depuis qu'on est tout petit, hein, depuis qu'on est gamin. Et donc comme c'est très compliqué à comprendre, comme il y a du déni, comme les économistes qui seraient les seuls à pouvoir expliquer ça ne le comprennent pas, et l'expliquent d'une façon tellement confuse et tellement contradictoire, ils sont tellement pas d'accord entre eux, qu'ils ont malheureusement pas la bonne vision pour aller au cœur du sujet et pour dire il y a une fraude fondamentale au cœur du système monétaire. Les politiciens n'ont absolument pas conscience de ce qui se passe. Ils se battent sur les conséquences, ils se battent sur l'écologie, ils se battent sur la séparation des banques, ils se battent sur la crise, ils se battent en disant on manque de, ils se battent sur le chômage, ils se disent on manque de monnaie, il faut recréer de la monnaie, donc il faut relancer le crédit alors que déjà on est endetté jusqu'au cou parce que la monnaie est créée par la dette. Donc tous les gens qui pourraient avoir une vision sérieuse et précise de ce problème fondamental au cœur de la société, soit leurs explications sont complètement confuses, soit ils n'en ont pas la moindre idée. Donc résultat, moi je me dis, c'est à nous de faire le boulot, les gars. C'est à nous de faire le boulot. C'est pour ça que j'ai sorti ce petit bouquin
15 bonnes raisons de s'intéresser à la monnaie, parce qu'on ne peut pas avoir envie de s'attaquer à ce problème-là et de réfléchir à des solutions ou à des alternatives si on n'est pas conscient du problème central que ça représente et de toutes les conséquences multiples, infinies que ça a dans l'ensemble de la société. Donc voilà, c'est prise de conscience d'abord.